Voilà, dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer un petit peu, en tout cas essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un voyage stellaire. Le voyage stellaire, comme dans tout ce que je fais, moi ça vient d'un coup, ça vient de manière très très spontanée, je vérifie que c'est en sécurité, je le fais. C'est-à-dire que ça répond généralement à un appel, une pulsion intérieure, on pourrait appeler ça de l'intuition. Bref, chez moi c'est comme une envie de pisser, il faut que je le fasse. D'un coup, il faut que j'aille à tel endroit, il faut que j'aille à tel endroit, etc. Et c'est marrant parce que j'ai mis beaucoup de temps à aller en Égypte et ça s'est posé voilà, quand j'étais en capacité de nommer, de dire voilà, on va faire un voyage stellaire. Qu'est-ce que c'est qu'un voyage stellaire? C'est un concept qui m'est arrivé là comme ça dessus de transmission et d'activation énergétique en lien avec les grilles de cristal, ce qu'on appelle les grilles de cristal et les grilles magnétiques terrestres. Alors, à certaines personnes, ça va parler quand je dis ça, à d'autres personnes, ça va être du chinois. Donc, j'explique un petit peu, pour ceux au cas où, ça pourrait être du chinois. Ça fait référence à ce qu'on appelle de la géobiologie, et moi, je préfère, c'est-à-dire les courants énergétiques qui sont à la surface de la Terre. Moi, je préfère me réclamer plutôt de la sorcellerie que de la géobiologie. On va dire que la sorcellerie, c'est un truc plus vieux et quelque part, c'est un truc de bonne femme. J'aime bien appeler ça comme ça, et c'est pas négatif dans ma manière de le présenter. La géobiologie, on est sur des techniques avec des baguettes, avec de la précision, etc. C'est pas mon truc. Moi, juste, je sens, je vis, je fais les trucs, etc. C'est aussi un hommage à mes grands-mères, à mes ancêtres, qui étaient plus dans ces branches-là, qui n'étaient pas forcément expliquées, rationalisées, etc. C'est juste, il y a des gens, ils savaient trouver des sources, ils savaient bosser avec les lignes de la Terre, etc., de manière toute naturelle. Donc, d'une certaine manière, c'est un moment où moi, je vais sur des lieux sacrés. Un lieu sacré, alors ça peut être un bâtiment, mais ça peut être aussi un lieu de nature. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les croisements de lignes énergétiques de la Terre. L'idée, la Terre, imaginez-nous d'un point de vue corps humain, c'est assez facile, parce qu'on s'est connu en acupuncture et en médecine chinoise, on a des espèces de méridiens, on a des circuits énergétiques à l'intérieur du corps. On en a à l'intérieur du corps, on en a à l'extérieur du corps, si on prend en compte qu'on a une aura, du coup, et donc différents corps énergétiques. Et, euh, et l'idée, c'est que la Terre aussi, dans l'idée où c'est une forme d'organisme vivant, euh, que la Terre, elle aussi, elle a ses circuits énergétiques, on va dire, à la surface de la Terre, et certainement aussi à l'intérieur, et certainement aussi dans cette atmosphère, la stratosphère, etc., sur toutes les couches supérieures. Ce qui est intéressant pour l'humain, c'est que on est branché énergétiquement, donc on a comme des branchements, on peut dire qu'on est des sortes de piles en fait, on est branché énergétiquement éventuellement avec les énergies qui sont célestes, qu'on ait conscience ou pas, qu'on soit dans un chemin spirituel ou pas, il y a des échanges énergétiques qui sont de manière naturelle. Donc il y a des échanges énergétiques au bas, il y a plein d'échanges énergétiques qui se font à 360 degrés, et on a des branchements énergétiques à la Terre. Et c'est là où ça m'intéresse, c'est que ces branchements énergétiques à la Terre, ils vont passer, comment dire, ils vont être boostés, ou les lieux où les lignes de la Terre, les lignes magnétiques, les lignes, ce qu'on appelle géotelluriques, géobiologiques, il y a plein de noms du coup, et il y a différents types de lignes, c'est comme s'il y a plusieurs réseaux en fait. Il y a le réseau, les connus, c'est les réseaux Hartmann, réseau Curie. Moi, celle qui m'intéresse, c'est pas forcément les plus connus, Hartmann et Curie, c'est elles ont différentes appellations, les lignes ley, les lignes sacrées, les lignes d'or. Parce que tous les temples, les lieux de cérémonie, de spiritualité, de religion depuis la nuit des temps, ils sont construits sur ces lieux-là, y compris les églises, parce que les églises ont été construites sur d'anciens sites romains qui eux-mêmes ont été construits sur d'anciens sites celtes ou je vais mettre le mot païen ou antique autre, parce que les Romains, partout où ils sont allés, ils ont reconstruit par-dessus les bâtiments sur les lieux sacrés. Et à mon sens, ça c'est pas quelque chose qui est dit en histoire, c'était aussi un outil de domination d'aller soit casser, soit de poser la romanisation sur les lieux sacrés en fait. On pourrait le voir comme une forme d'acculturation. Il y a à mon sens aussi un processus énergétique. Donc de fait, parce qu'il y a une forme de reproduction, c'est pareil pour la Kaaba à la Mecque, il y avait déjà quelque chose avant que l'islam devienne islam, avant que Mahomet, je ne sais pas comment le dire, vienne sur terre, on va le dire comme ça, et transmette ses enseignements, on va le dire comme ça. Et il y avait déjà un culte qui était là en fait. Et tout égard à la religion islamique, il y a déjà ces croisements-là en fait.
et donc le Vatican, etc. Donc il est bâti sur d'anciens sites romains aussi. Les Romains savaient particulièrement orienter les villes, les temples, etc. en fonction des directions. Ils n'ont pas fait que de la reproduction. Ce qui dessine les villes romaines, qu'on appelle le Cardo Decumanus, sont généralement alignés sur des axes soit nord, sud, est, ouest, soit sur les lignes telluriques de la Terre. C'est assez... tous les géobiologues le vérifient, tous les gens qui travaillent avec ces énergies-là le vérifient. Et il y a des textes qui parlent de gens qui étaient... dont c'était le métier, on va dire, de dessiner les cartes pour les Romains, et qui, a priori, c'est pas 100% sûr, hein, mais qui, a priori, aussi avait ces connaissances. Donc l'idée pour moi, quand je fais un voyage stellaire, alors déjà, c'est pas moi qui décide, je suis appelée à bim bam boum, voilà, c'est comme ça, c'était ok, il faut que j'aille en Égypte, on va y aller, et en Égypte c'est ok, tous les matins je me réveille, c'est ok, je vais où en fait? C'est comme une espèce de radar qui se réveille, c'est oh, par là, ok. Ça fait comme ça, à l'intérieur de moi. Donc moi j'ai démarré les voyages stellaires sans forcément bien comprendre le processus. Après j'ai pris l'habitude de faire confiance à cette intuition, à cette intelligence intérieure sensitive, sans forcément tout rationaliser, tout comprendre, voilà, en vérifiant bien sûr que c'est en sécurité pour moi, que c'est possible, voilà, que je n'interfère avec rien d'autre. Et donc quand je suis appelée pour un lieu sacré, ça peut être un lieu de nature comme je disais, hein, donc ça peut être genre les pyramides d'Égypte, à Gizeh, ou ça peut être la dune du Pilat en France aussi. Voilà. Il peut y avoir différents lieux comme ça. Il y a une structure énergétique très particulière au niveau de la dune du Pilat et à l'entrée du bassin d'Arcachon. Et donc moi j'y vais dans ces endroits-là. Et en fait, moi ce qui se passe, c'est que je me mets en cohérence avec le lieu et je m'ouvre en tant que canal. Ce qui fait qu'il y a des énergies qui se rencontrent. Et moi, je les transmets avec ma manière où je vais bouger, parler un langage qui n'est pas compréhensible, c'est-à-dire c'est une transmission qui est complètement vibratoire. Et je vais transmettre l'énergie du lieu. Et qu'est-ce que l'énergie du lieu a à dire à cet instant-là aussi, en sachant aussi que dans ma transmission, chaque personne va recevoir par effet de résonance ce qui est juste pour lui ou pour elle. Ça ne veut pas dire que ce que j'envoie moi, vous prenez forcément tout dans le paquet en fait. J'aime bien utiliser l'image de dire que moi je propose un buffet, et il y a quelque chose en vous qui sait quoi prendre dans le buffet, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, etc. C'est-à-dire que moi, dans tout mon travail, y compris même en séance individuelle, il y a une notion de je propose. Je propose une information, je propose un mouvement énergétique, je propose une réharmonisation énergétique pour laisser pleinement l'autonomie et la conscientisation possible, l'autonomie au corps énergétique, alors que ce soit conscientisé ou pas conscientisé. Voilà, donc moi je me pose et du coup c'est un peu comme si je joue le rôle d'une sorte de pivot, une sorte de paratonnerre, voilà, une espèce d'antenne qui se pose à un moment donné et qui transmet les choses. Ce que je fais n'est pas toujours rationnel, je n'ai pas vocation à tout expliquer. Parce que moi, dans la première partie de ma vie, j'ai été enseignante et je mesure toute la subjectivité de ce qu'on propose et de ce qu'on présente comme vérité, en fait. Donc, moi, je peux vous expliquer 2-3 trucs, mais je préfère vous faire vivre l'expérience. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Voilà, juste, ça vibre pas. C'est comme un soin énergétique que je vous transmets à travers les vidéos. Voilà. Si je peux mettre de la rationalité derrière tout ça, dans ma conscience à moi, qui est ma conscience à moi et qui du coup ce sont mes croyances à moi, je ne peux pas vous dire c'est forcément comme ça et ce que je dis c'est forcément à 3000% vrai. Comme du coup je me rappelle de mes vies antérieures, je peux me rappeler, je sais qu'est-ce qu'il y a derrière la mort, pardon, quand on meurt, pardon, pas derrière la mort, je sais pas, c'est une manière bizarre de le dire, mais voilà, j'ai conscience de tous ces espaces-là. Et du coup, j'ai conscience à l'époque où il y avait des prêtresses sur Terre, qu'est-ce qui se passait dans les temples, qu'est-ce qui se passait avec ces lignes énergétiques. À mon sens, ça serait assez long à expliquer, mais je vais essayer de résumer de manière assez succincte. Beaucoup de personnes qui étaient en lieu de garder ces lieux sacrés
était là pour recevoir les personnes qui venaient. Alors, nous, on pourrait mettre une sorte de mot de pèlerinage, c'est pas forcément les mots de l'époque. Ça pouvait être un homme qui est en charge, c'est comme si la prêtresse ou le prêtre, c'est le gardien du lieu. C'est celui qui va devoir gérer à la fois les officiants qui viennent et le culte qui est positionné. Je le dis de manière avec des mots généralistes, parce qu'à mon sens, c'est comme si ça existait dans plein de cultures, plein de civilisations, et donc il y a eu plein de cultes différents potentiellement. Et donc, comme je disais, le culte et le lieu sacré, ça pouvait être une clairière. C'était pas forcément... Tous les peuples n'ont pas cherché à bâtir des choses et à laisser des traces. Il y a des peuples qui, volontairement, n'ont pas forcément construit. Chacun sa vision, et, et ceux qui n'ont pas construit pensaient que c'était certainement plus intelligent. Voilà. Et je pourrais avoir plein de choses à dire sur la question, mais je ne développe pas. Et donc l'idée, c'est que moi, dans ma conscience à moi, c'est que les prêtres et les prêtresses, ils travaillaient beaucoup à gérer l'énergie du lieu, gérer l'énergie qui arrive en circulant par la grille magnétique terrestre, donc par ces lignes qui se croisent dans ces endroits-là. Et donc, ils étaient gardiens du lieu, gardiens de l'espace, gardiens de cet espace énergétique pour que les personnes puissent venir faire à la fois leur expérience énergétique à l'époque où on avait cette conscience-là que comme ça, où il n'y avait pas forcément un culte en particulier, un dogme en particulier, un rituel en particulier. C'était simplement, voilà, on t'accueille, tu passes là. Et c'est marrant parce que dans certains lieux mégalithes à l'heure actuelle, ceux qui sont fermés, qui sont encore visitables, on peut rentrer à l'intérieur, etc., on peut rarement y rester très longtemps. C'est pareil pour les pyramides en Égypte. Et c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai ces souvenirs-là, ces croyances-là, où vous le prenez comme vous avez envie de le prendre, qu'on ne pouvait pas forcément rester longtemps parce que du coup, c'est comme si c'est une espèce de chambre de guérison. C'est comme si tu ne restes pas trop longtemps sous un rayon laser. C'est comme si tu ne restes pas trop longtemps sous la douche non plus. Si tu prends la douche froide ou si tu vas dans un hammam, etc., il y a un moment où il faut sortir. Voilà. Il y a ces aspects-là sur ces sites-là. Et les personnes qui étaient en charge des lieux, c'était des personnes qui étaient en capacité de ressentir, ou voir, ou conscientiser, etc. À mon sens aussi, les personnes qui étaient gardiens de ces nœuds, de ces lieux, ils savaient communiquer en utilisant la grille magnétique terrestre. Aujourd'hui, on a des câbles qui emmènent Internet dans les fonds sous-marins, de continent à continent. À mon sens, on savait utiliser les lignes énergétiques pour transmettre des informations. Alors, voilà, pour moi, ça existe. Je ne peux pas vous le prouver que c'est vrai. Je peux vous prouver qu'on peut faire un soin à distance, par contre, et qu'on peut transmettre des informations à distance aussi. C'est ce que je fais dans les activations, c'est ce qui se passe, c'est de l'information qui est passée sous forme vibratoire et pas sous forme rationnelle et expliquée, en fait, au final. Voilà, donc moi, j'ai toute cette conscience-là de comment ça se faisait avant, comment on l'a utilisé. Ma volonté n'est pas forcément de faire la même chose. Je sais que que je vais éveiller, qu'il y a des personnes qui vont faire comme moi, qui vont être appelées à le faire. Il y a déjà des personnes, depuis que j'ai commencé les voyages stellaires, qui se sont mis à le faire. Voilà. Big up à la personne qui est en Crète, si elle est toujours en Crète à l'heure actuelle. À la fois, donc, il y a une forme de réactivation des lieux dans leur essence originelle. Par exemple, les églises, il y a une structure énergétique catholique qui a été posée. C'est moins vrai pour les cathédrales parce que les gens qui ont construit des cathédrales, ils ont posé des trucs beaucoup plus complexes que juste la religion catholique, du coup. Et à différentes échelles, dans certaines églises romanes, donc très anciennes du Moyen-Âge, c'est pareil. Il y avait encore traces énergétiques des anciens cultes, notamment quand il y avait des cryptes. Généralement, quand il y a une crypte, c'était l'étage en dessous, c'était alors soit l'étage romain, soit l'étage celte, etc., pour parler voilà, de ce qui se passe généralement en France sur ces lieux énergétiques. Et il faut imaginer, c'est un millefeuille, hein, si on creuse, on trouve des trucs, et plus on est dans des lieux où il y a eu beaucoup de choses. Alors, à Luxor, par exemple, les Égyptiens, ils m'expliquaient que dès qu'ils font des travaux dans une maison, généralement ils trouvent des trucs et surtout ils ne le déclarent pas parce que sinon il y a des conséquences en termes de fouilles, etc.
Et les Égyptiens, eux, ils perdent leur maison, donc ils disent rien, généralement, quand ils trouvent des trucs. Ça part dans du commerce d'antiquité et du commerce touristique. Et, et voilà, du coup, c'est une transmission. Euh, donc, dans cette transmission-là, il y a cette transmission de, voilà, j'accueille comme si je pouvais accueillir quelqu'un en soin. Ça veut dire aussi que moi, je vous invite à une forme d'autonomie. Vous pouvez y aller avec quelqu'un, vous pouvez suivre mes voyages stellaires, mais sachez aussi que vous pouvez y aller par vous-même. Alors, si vous êtes super autonome et que vous captez tout ça, vous allez pouvoir vous brancher correctement. Voilà, c'est bien de le faire avec quelqu'un parce que quand vous le faites avec quelqu'un, c'est comme s'il y a un potentiel, il y a une connaissance et une maîtrise qui va faire que le potentiel du lieu, il est plus important. Mais si vous y allez aussi tout seul, c'est pareil, vous allez pouvoir vivre des choses en fait, très clairement. Moi j'invite souvent les gens à aller à la Sainte-Baume, pas que pour la grotte de Marie-Madeleine, parce que tout le lieu il vibre vibratoirement, et c'est vrai de manière générale dans la nature, sortez dehors, en effet pour vivre dehors. Il se passe des choses, vous n'allez pas bien, sortez dehors. Prenez l'air, allez près des arbres, c'est les lieux qui sont les plus faciles pour se recharger énergétiquement, mais il y a plein d'endroits aussi, et puis aussi que voilà, dans les champs, on ne peut pas toujours se balader. Voilà, on ne va pas abîmer les cultures et c'est normal aussi. Et il y a plein d'endroits comme ça en fait. Et moi, j'invite toujours à explorer autour de chez vous. Il y a forcément des lieux énergétiques parce qu'à l'heure actuelle, c'est comme si sur Terre, on a identifié, il y a ces lieux énergétiques, on fait des espèces de tourisme énergétique sur ces lieux-là. Ce n'est pas forcément les lieux les plus puissants en fait. Moi, dernièrement, très clairement, l'année dernière, j'ai fait les pyramides d'Égypte, j'ai fait... j'aime pas dire j'ai fait. Je suis allée dans les pyramides d'Égypte et dans plein de temples en Égypte et je suis allée au bord du Gange. C'était beaucoup plus fort au bord du Gange. Voilà. Tout le long du bord du Gange en fait. Et alors bon, le Gange c'est connu, mais il y a des fois on peut se balader dans la nature et trouver des lieux complètement fous. Moi j'ai trouvé sur la côte vendéenne dans des endroits pas du tout répertoriés, des endroits, des espèces de vortex énergétiques complètement de malades. Voilà, et certains lieux, je ne vais pas en parler parce que du coup, l'idée, c'est pas forcément de toujours de développer une forme de tourisme énergétique, en tout cas de faire attention, en sachant que tous ces lieux-là, ils ont aussi des gardiens dans l'invisible, systématiquement en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on n'est pas vraiment là pour activer le lieu, parce que d'une certaine manière, il est autonome. C'est un peu un gros truc d'ego, je trouve, moi, de penser que on va faire quelque chose. Après, par contre, moi, je trouve qu'on a un lien, un rôle pour faire le lien entre les humains et ces lieux-là. Et parce que du coup, c'est quelque chose qui peut ramener une espèce de conscience que tout est vivant. Pour moi, il y a une forme de conscience, ma conscience écologique à moi, elle est vraiment imprégnée par cette forme d'animisme, on peut appeler ça un animisme, c'est-à-dire que tout est vivant, y compris la Terre en fait. Ma pensée écologique à moi, elle est enracinée dans du spirituel, parce que pour moi tout ça est vivant en fait. Et pour moi c'est d'abord une question de respect du vivant avant toute chose en fait. Et du respect pour ces lieux sacrés, pour des lieux qui vibrent une énergie particulière, qui sont des lieux comme une offrande de la terre en fait aux vivants, et pas que pour les humains bien entendu, puisque et les arbres vont pousser et réagir de certaines manières sur ces lieux-là, et les animaux aussi vont réagir d'une certaine manière sur ces lieux-là, vont être attirés ou parfois répulsés aussi, ça dépend de l'énergie du lieu. Donc voilà, les différents voyages stellaires, féminins stellaires, ils sont accompagnés par des vidéos où je vais sur le lieu, je filme le lieu, je me filme aussi sur le lieu. Parce que quand je me filme, c'est pour faire une transmission. Mettons que je suis comme une espèce de canal ou d'antenne à ce moment-là, pour vous envoyer les énergies à travers les vidéos. L'idée pour moi, c'est vraiment, je l'ai appris au fur et à mesure, à transmettre l'énergie dans la vidéo. Voilà. Donc, ça s'adresse à des personnes qui ont envie de recevoir des soins, à qui la médecine de la Terre, cette médecine de la Terre, moi que j'aime à l'appeler la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas que trouver des sources. C'est un peu, on vit sur une source vivante, en fait, la Terre. Et c'est une invitation aussi pour les personnes qui se sentent appelées pour ça, qui peuvent être des hommes, qui peuvent être des femmes, qui peuvent être d'autres personnes aussi qui se repèrent ni dans homme ni dans femme. Donc prêtresse avec un point au milieu, et voilà, chacun s'identifie comme il peut.
Et donc, prêtresse, pour moi, c'est quelqu'un qui garde un temple et qui garde un lieu sacré, et qui est aussi gardien de la sagesse de la vie, en fait, tout simplement. À mon sens, il y a très longtemps, c'était pas associé à des cultes, à des dieux ou à des déesses. À un moment donné, on a personnifié les forces de la nature sous la forme de dieux et déesses, ou d'avatars. Il y a différents noms, appellations qu'on peut donner là-dessus. Et j'aime beaucoup les gens dans l'hindouisme qui parlent justement, qui expliquent ça, de dire l'hindouisme, c'est pas un polythéiste, c'est faux. Après, chaque dieu représente une force de la nature, une force énergie, une pensée en particulier. Il y a des égyptologues, alors c'est plutôt les égyptologues indépendants qui présentent les choses comme ça. Voilà, c'est comme si l'histoire elle est imprégnée de la pensée occidentale et donc de la pensée des monothéistes qui ont vachement personnifié le Dieu. Alors bien sûr pas pour l'islam, du coup en islam on ne le représente pas et moi j'aime cette idée-là. Que Dieu c'est quelque chose d'irreprésentable et innommable, etc. Ça rejoint ce qui existe en vrai dans l'hindouisme. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà dans ces anciens temps. À mon sens, il n'y avait pas de statuette, il n'y avait pas quelque chose en particulier. Il y avait plutôt des choses pour essayer de représenter le mystère et le sans forme, en fait. À une époque où peut-être que le mystère et l'inconnu faisaient plus partie de la vie, et faisait plus partie de manière acceptée du champ d'expérience de l'humain. J'espère que ce que je dis est clair. Voilà, donc c'est ce qui se passe pendant les voyages stellaires. J'ai mis du temps à essayer de réfléchir à comment expliquer les voyages stellaires, parce que moi vraiment, je le fais en fait, hein, et je conscientise que je l'ai déjà fait dans des vies antérieures, et voilà, c'est ce geste-là, il faut le faire comme ça, il faut que je passe à tel point quand je vais sur un lieu. En fait, quand je vais sur un lieu, c'est comme si j'ai une structure énergétique, je vois la structure énergétique sous forme de couleurs et de formes géométriques. Donc il y a les bâtiments, et tout d'un coup c'est comme s'il y a un calque superposé avec des trucs, des informations et une vision en plus en fait. Mon troisième œil c'est un truc comme un calque qui se pose et qui met en plus. Si j'explique que par rapport à un corps humain, je vois quelqu'un, je vais voir des couleurs, je vais voir l'aura. Si je vais voir des circuits énergétiques, des informations énergétiques, souvent sous forme de structure, de géométrie, on va dire. Et donc c'est pareil, quand je vais sur un lieu sacré, je vais souvent voir le temple dans sa forme originelle, dans ses différentes formes, parce que généralement ça a toujours évolué, ça n'a jamais été qu'un seul bâtiment, c'est très 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 rare. Je vais voir aussi les traces mémorielles des gens qui sont passés, donc c'est comme si je peux voir différentes personnes de différentes époques qui se baladent. Et donc moi, je vais un peu comme jouer pour savoir, ok, je vais aller à cette époque-là. Voilà, c'est un peu comme un transistor pour jouer dans les fréquences énergétiques, pour se balader et tomber sur le bon truc en fait. Et moi, je vais chercher le plus loin possible généralement. Dès que je me balade, ça m'emmène toujours en mémoriel assez facilement sur du très 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 loin. Donc pas ce dont on parle en général. À Jérusalem, j'étais absolument pas branchée sur les Christ. J'étais vraiment branchée sur des trucs beaucoup plus ancien. Jérusalem est tellement vieille. Bref, et j'ai pas fait le voyage stellaire, hein. C'était un voyage que j'avais fait à titre personnel pour mes petites vacances. Mais bon, même quand je suis en vacances, je peux pas m'empêcher d'observer un petit peu tout ça. Et du coup, quand je viens sur les lieux, l'idée c'est de retrouver le plus loin possible dans la structure originelle. Je donne un exemple, j'ai fait une sortie au Louvre et la plupart des gens qui sont venus à cette sortie au Louvre, ils ont capté la structure cérémonielle, je vais l'appeler comme ça, très ancienne, qui était là au bord de la Seine il y a très 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 longtemps. Je suis pas bonne en chiffres, donc je donne généralement pas de datation. Je suis mauvaise en chiffres. Peut-être que j'ai un blocage aussi, c'est par rapport à la géobiologie. C'est comme si la géobiologie, c'est devenu un truc de mec en fait, et c'est un truc où on a besoin de rationaliser, cadrer, prendre des chiffres, faire des mesures, blablabla. Moi ça me parle pas en fait. J'aime bien le côté un peu sorcière, on va faire un truc comme ça et puis voilà. Parce que c'est de l'intuitif et c'est complètement juste aussi. Bref. Et donc moi je me cale, je viens sur un lieu, je me cale en vision, je vois où sont les puits de lumière, les cheminées telluriques, les vortex, les structures énergétiques de guérison qui ont été posées, parce que souvent il y a des choses qui ont été posées.
les trucs ont été posés aussi récemment, parce que sur ces lieux-là, il y a plein de gens qui font plein de trucs à l'heure actuelle. C'est rarement super aligné. J'aime pas trop. Ça, moi, je dis toujours, mais respectez les lieux, ils ont leur autonomie, en fait. Laissez les lieux tranquilles. Réceptionnez sur les lieux. Mais ne faites pas. Accompagner les gens sur les lieux. Ou si vous faites quelque chose sur le lieu, faites-le en accord avec les guides du lieu et vraiment avec les esprits du lieu, l'esprit du lieu, etc. quoi. C'est juste un truc de bon sens en fait. Et du coup, moi l'idée c'est d'aller capter l'énergie originelle des lieux quand ils sont dans leur pleine puissance énergétique utilisée correctement. Parce que ces lieux-là, énergétiquement, généralement, ils sont pas dans leur pleine puissance. Y compris tous les temples égyptiens, ils ne sont pas dans leur pleine puissance, et parce que où les gens qui savent les utiliser, ils ferment, ils ouvrent la structure énergétique. Ils la laissent généralement pas ouverte. Elles vont s'activer aussi sur certains solstices et équinoxes ou à certains moments particuliers parce que ça a été conçu pour ça. Et ça fonctionne encore, même quand il y a des ruines. Par exemple, sur le voyage stellaire en Égypte, au solstice, j'étais à Héliopolis, donc c'est le nom grec du coup de la ville originelle du Caire, parce que les pyramides c'est côté des morts, hein, c'est pas la ville. Et la ville était du côté d'Héliopolis, qui est plus au nord par rapport au Caire islamique, donc le cœur du Caire, du vieux Caire à l'heure actuelle. Et dans le vieux Caire, on peut ressentir Héliopolis parce qu'ils ont utilisé les pierres de Héliopolis. Pour construire le vieux Caire islamique, ils sont allés chercher toutes les pierres dans l'ancienne ville égyptienne. Ça a servi de carrière. Ça, c'est un truc classique. Hein. Ça se passe de tout temps, partout dans le monde, ça. Mais du coup, Héliopolis, c'est vraiment des ruines. À l'heure actuelle, il reste quasiment vraiment rien. Le site touristique à visiter, il est très peu visité, du coup. Mais énergétiquement, même s'il n'y a que des ruines, le truc s'active au solstice, toujours, en fait. Ça donne une idée de la puissance quand c'était à pleine puissance. Donc moi j'ai cette capacité à voir, ok, comment c'est aujourd'hui, comment c'était à l'époque. Je vais chercher forcément ce qui est le plus intéressant en fait. Hein. Toujours en sachant que je vais transmettre, mais ça reste une proposition et votre être, il va choisir ce qui est juste ou pas pour vous. C'est des effets de résonance en fait, qui sont de manière automatique, même quand on n'a pas conscience. Voilà, donc c'est ce qui se passe pendant un voyage stellaire. Je vais voir les différents points. Moi, je vais savoir où me positionner naturellement, en fait. Je le sens. Là, c'est même pas de la vision, c'est je le sens avec mon corps, en fait. Hein. Je me balade souvent doucement dans les lieux sacrés pour vérifier avec mon corps. Et souvent, quand on m'observe extérieur, on me voit avancer, reculer, parce que je vérifie. Je vérifie pour savoir exactement, ok, où est-ce qu'elle sait exactement. Donc, je check avec ma vision, ma claire vision. Mais je check aussi avec mon corps, parce que pour moi, le ressenti est une information encore plus juste que ce que je vois, du coup. Voilà, parfois il y a des présences énergétiques de Dieu aussi dans certains temples qui est toujours là. L'exemple, c'est Féminin Stellaire. Je suis arrivée à la basilique de Marie-Madeleine à Vézelay. J'étais déjà allée, mais là je suis arrivée, elle était super activée parce qu'il y avait un pèlerinage d'hommes ce jour-là. Donc il y avait 1000 mecs dans la basilique en train de chanter. C'était d'une puissance, j'en ai encore les poils quand j'en parle. Et du coup, ça activait la basilique. Et moi, je l'avais déjà visitée avant, elle n'était pas activée comme ça. Et du coup, il y avait un énorme Graal en plein milieu, une énorme coupe en plein milieu de la cathédrale. Dans certains temples en Égypte, voilà, la présence d'Horus va être là. Parfois, il y a des embrouillamini, parce que comme je vous dis, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des remixes, etc. Le temple dédié à Hathor, j'ai un trou, c'est pas pour rien, en Égypte, qui est vraiment un des plus beaux temples d'Égypte parce que c'est un des mieux conservés. Mais le temple qui est là, c'est un temple qui a été construit à l'époque ptolémaïque et à l'époque des Grecs. C'est pas du tout le truc originel. Pour moi, c'est pas vraiment un truc égyptien. C'est déjà un truc assez dénaturé en fait. J'étais pas super fan du truc. Voilà, il y a des pays qui ont volé à la période coloniale un certain nombre de trucs. Et voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche, comment je fais, pourquoi je le fais.
Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais encore une fois, les lieux les plus connus, c'est pas forcément les plus forts et les plus puissants, hein. C'est comme, faut pas penser que bah, sur une pierre naturelle, c'est la plus grosse qui est la plus forte, hein. Pas du tout. Il y a des petites pierres qui sont vraiment beaucoup plus puissantes. Et du coup, ça, c'est vraiment une invitation à vous faire confiance. On est câblés tous énergétiquement. Je pourrais parler de énergie, mais je pourrais parler aussi de système nerveux. Notre sensibilité, notre système nerveux, tous nos systèmes de captation, il est fait pour capter plein de trucs. C'est notre part animale, et quand je dis animal, c'est pas négatif du tout. On a vachement voulu nous séparer. Il y a les animaux, il y a nous, on n'est pas pareil, genre on est plus intelligent. Les animaux, ils le sentent, ils le savent. On sait que chez les animaux, ils captent des trucs. Quand il y a des grosses catastrophes naturelles, la plupart des animaux, ils le savent. Et si on observe les animaux, on sait qu'il va se passer quelque chose si on sait observer tout ça. Mais le truc, c'est qu'on est aussi câblés, nous, comme ça, en fait. On sait que les peuples premiers, ils savent fonctionner encore comme ça. Ils ne sont pas rentrés dans cette rationalité où on va chercher des explications, etc. Blablabla. Parce que quand on cherche des explications, on peut dire ah oui, mais non, c'est ce que j'ai senti, c'est peut-être pas vrai, blablabla. Voilà. Quand il y a eu l'énorme tsunami dans l'océan Indien, il y a des peuples premiers, ils ont eu 0 mort parce que c'est les seuls, bah, ils savaient qu'il y avait quelque chose. Donc il y a des peuples qui ne sont pas des peuples contactés, c'est-à-dire qui vivent complètement à l'écart de notre monde. Ils ont l'air de penser qu'on est complètement fou. Peut-être qu'on est Satan pour eux, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ces peuples-là, est-ce qu'ils ont observé les animaux? Est-ce qu'ils l'ont su? Est-ce qu'ils l'ont senti? On n'a pas les moyens de savoir. Mais en tout cas, il y a eu 0. On sait qu'il n'y a pas eu de mort chez eux. Ils sont montés en hauteur. Ils savaient que quelque chose arrivait en fait. Et voilà, tous les peuples premiers le savent, et tous les peuples peu occidentalisés encore aussi de la planète le savent aussi. On a tendance à penser que tout le monde fonctionne comme nous. Non, pas du tout. Voilà, et que dans les anciens temps aussi, à penser que y avait des gens en charge sur les lieux, mais il y avait peut-être aussi plein de gens qui savaient que voilà, dans ce lieu-là, il y a quelque chose de particulier, etc. Sur le terrain français, donc moi j'invite toujours les gens à rentrer dans les églises, quelle que soit votre religion, vraiment. Alors c'est moins vrai. En France, pour les mosquées, elles ne sont pas construites sur des lieux énergétiques parce que la majorité des mosquées, elles sont récentes. S'il y a eu des mosquées plus anciennes, elles n'ont pas été conservées, malheureusement. Enfin voilà, l'histoire de France a une grande histoire de chasser toute religion qui n'est pas catholique sur son territoire, dans le Moyen-Âge, les Juifs, etc. Mais rentrez dans les églises, quelle que soit votre confession, parce que ce sont des lieux énergétiques, ce sont des lieux sacrés. Baladez-vous partout dans la nature, et un lieu sacré, il peut y avoir un lieu sacré où il y a eu peut-être un bâtiment, des cérémonies avant, mais aujourd'hui, genre, c'est une station-service qui est installée là, en fait. C'est du vécu, ça m'est déjà arrivé. Dire, waouh, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? On est dans une zone commerciale, etc. Voilà, ça peut être en pleine ville, avec des gratte-ciel aussi, quoi. À la Défense, il y a des courants énergétiques très intéressants qui passent à ces endroits-là, en fait. Il n'y a vraiment pas de règles, en fait. Et il ne faut pas se fier aux apparences et à ce qu'on voit de l'extérieur, en fait, du coup. C'est vraiment, faites confiance à votre ressenti corporel. Vous le savez, dans votre vie tous les jours, il y a des fois, vous sentez des gens, vous ne les sentez pas. C'est le même processus. Il y a des fois, vous sentez un lieu, des fois, vous ne le sentez pas quand vous cherchez une maison pour habiter, pour vivre, pour acheter. Généralement, vous rentrez dans un lieu, vous sentez si vous allez se sentir bien ou pas. On est câblé pour ça, naturellement, en fait. On est câblé pour sentir tout ça. Voilà, on est câblé pour être connecté sous nos pieds à la terre. Imaginez, c'est ça, on est des piles, il y a le plus ou moins sous nos pieds, en fait, et il y a des échanges en permanence. Alors, pas que sous les pieds, hein, un petit peu partout, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important, cette connexion à la terre, d'où aussi marcher pieds nus. Voilà, c'est un truc qui, dès qu'il fait pas froid, normalement, est super, ou pas froid, ou pas trop chaud. Enfin, dès que le climat le permet de marcher pieds nus, c'est vraiment quelque chose qui est sain, en fait, qui est sain, la chaussure. Et on est en train de se rendre compte, dans toutes les recherches physiques, physiologiques, en fait, sur le corps, vraiment, que le mieux pour la corporalité, c'est de marcher pieds nus, et que les chaussures, et que les rembourrages de chaussures, c'est pas bon, en fait. Et que pour la posture humaine, ce qui est le mieux, c'est de marcher pieds nus, en fait, et de mettre un minimum de semelles, et de mettre un minimum de choses. Donc il y a des gens il y a des sociétés, des entreprises qui reconstruisent ce genre de chaussures.
Voilà, même des chaussures de course, même des baskets, des choses pour courir, etc. Où c'est possible, même si, bon, il faut protéger la plante des pieds, ok, mais on n'est pas obligé de rajouter des coussins en fait. Voilà, bref, je m'égare par rapport au sujet principal, c'est un défaut hein, que j'ai, vous aurez remarqué certainement déjà. Voilà, donc voyage stellaire, c'est une invitation. Moi quand je dis stellaire, je dis c'est pas un truc où je vois la Terre, un truc perché, parce que bah, je sépare pas la Terre des étoiles en fait, parce que la Terre c'est une espèce de petit vaisseau qui flotte dans le cosmos, hein, donc ça fait partie des étoiles. Dans ma pensée à moi, je dissocie pas en fait les choses. La Terre, elle fait partie du cosmos, elle fait partie de l'univers, elle fait partie du champ stellaire en fait. C'est juste donc dire le champ stellaire pour moi c'est juste élargir la conscience, voire plus grand. On ne va pas regarder que d'un point de vue de la Terre, on va élargir le champ, on va dézoomer et on va essayer d'englober un maximum de choses beaucoup plus larges, sachant que quand il y a des bâtiments sur les lieux sacrés, donc ce qui est temple, église, etc., beaucoup de bâtisseurs connaissaient et ont aligné avec les constellations, avec tous les mouvements des astres célestes, etc. Donc l'idée de dire voyage stellaire, c'est pour dire ok, on va partir dans l'ancrage terre, mais on va aller voir et on va aller ouvrir sur cet espace-là, parce que ça a été fait pour ça en fait. Ça a été pensé pour ça, que la Terre, elle respire et elle communique aussi sur ces espaces-là. En fait, il y a des choses vachement plus grandes en fait. C'est comme si la Terre... imaginons, bah, elle respire, elle a des pores, et nous, on vient de temps en temps se mettre sur les pores, et c'est très fort pour nous. Mais on vient à un moment... Mais en fait, ça nous dépasse complètement, en fait. Hein. C'est des trucs vraiment beaucoup plus vastes que nous. Voilà, c'est une image, hein, bien entendu. C'est une image. Voilà, j'espère avoir réussi à vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le voyage stellaire. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres personnes qui font ça. J'ai l'impression que je suis la première à faire mon petit délire. J'ai beaucoup de mes collègues anglo-saxons qui travaillent sur les grilles magnétiques de la Terre, etc. Je veux pas parler en anglais. J'ai peur de faire sortir un mauvais accent. Mais en tout cas, personne ne travaille avec ma conscience en se rappelant de qu'est-ce qui se faisait vraiment dans les anciens temps. Et qui sait expliquer pourquoi c'était une majorité de femmes qui géraient ça. Voilà, je ne vais pas redétailler ça ici. Je l'ai déjà détaillé dans certains carnets de bord pour l'expliquer. Aussi, du coup, ça demanderait une plus longue explication et je vais l'expliquer voilà, plus tard. Et on va dire... c'est un truc naturaliste ce que tu fais. Je dis bah oui, la structure énergétique de la femme elle n'est pas comme la structure énergétique de l'homme. Alors bien sûr là quand je dis homme-femme c'est 6 hein, parce que du coup ça inclut pas tous les gens qui sont entre les deux et qui eux c'est trop complexe à l'heure actuelle. Je sais que leur structure énergétique est différente, mais il y a tellement de particularités que je ne peux pas généraliser pour les personnes qui sont non binaires en fait. C'est très complexe et j'ai l'impression que c'est unique, que chaque personne qui n'est pas binaire a un système énergétique assez unique. C'est pour ça que j'encourage toujours faites du cas par cas, ne calez pas des protocoles. C'est comme si on sait que le collège unique ça ne fonctionne pas, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans la même case et donc c'est pareil pour les protocoles énergétiques, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans la même case, dans les mêmes protocoles énergétiques, ça ne va pas fonctionner, faites attention aussi. Il y a plein de gens qui ont des particularités énergétiques, il faut faire attention parce que du coup ça peut être négatif même. Du coup certains protocoles énergétiques au lieu de faire du bien vont faire du mal parce que c'est pas adapté, parce que ça fonctionne pas pareil. Voilà, on est tous uniques. D'où aussi c'est hyper intéressant de penser qu'en énergétique on reste dans une idée de l'artisanat, c'est-à-dire on va faire des petites quantités, on va faire du cas par cas, on va faire attention parce que si on fait des gros trucs de l'industriel etc., même si, voilà, en canalisation, chacun va recevoir ce qui est juste, du coup. Mais il faut faire, voilà, il faut faire attention. Et si on parle de grande vérité, il faut faire toujours attention parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Toujours, partout, dans la nature. C'est une des règles élémentaires, je crois, du cosmos et de l'univers, en mathématiques, en physique. Il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas comme les autres. Il y a toujours des électrons libres qui se baladent quelque part. Toujours, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager aussi. J'ai envie de faire connaître cette notion de sorcellerie, de ramener ces notions de prêtresse
c'est un travail important. C'est pas un travail d'empowerment, ça va plus loin, même si ça ne concerne pas que les femmes cis. C'est un appel à ce que certaines personnes reprennent place dans l'espace public, aient confiance à reprendre place dans l'espace public, assumer le mot de prêtresse, assumer les rôles de leadership, assumer les rôles de responsabilité, tout en les redéfinissant de la manière dont vous avez envie. Parce que, voilà, quand je dis leader, peut-être que vous pensez patriarcat. Quand je dis prêtre pour les hommes, peut-être que vous pensez prêtre catholique. Et du coup, que ça met plein de frais à ce concept que j'essaye de vous passer à travers l'explication des Watchsteller, qui est aussi une voie de prêtrise, qui n'est pas que ça, mais qui est une voie de prêtrise pour certains, pour ceux qui se seront appelés, qui se sentiront appelés, pardon, et ceux qui ont ça en eux, tout simplement. Voilà. Je vais clôturer, j'ai parlé beaucoup, j'ai beaucoup digressé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions. Je vais faire d'autres vidéos sur prêtresse. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos à propos des prêtresses. Certains carnets de bord sont accessibles gratuitement. Celui de Varanasi est payant, mais c'est 11 €. Hein. C'est plus symbolique. Mais c'est vraiment, il y avait des gros soins. Dans les carnets de bord, de manière générale, déjà, en fait, je raconte ma life, mais grosso modo, il y a l'énergie qui passe. Donc, c'est des soins aussi. Et après, il y a les programmes des voyages stellaires qui sont disponibles sur l'Université de l'Invisible. Je mettrai le lien en dessous si ça vous appelle. J'essaye de mettre des tarifs les plus accessibles possibles en sachant que c'est des activations à chaque vidéo faite sur un lieu. C'est des activations, c'est des activations, c'est des activations. Donc voilà, c'est fort, c'est puissant, c'est faire à votre rythme, particulièrement le programme Varanasi parce que le programme Varanasi, il est là pour traverser la mort et faire un reset. Alors je sais, dit comme ça, nous en Occident on a peur de la mort, ça fait wow, bien sûr c'est pas mourir en vrai, hein. C'est la notion de mort symbolique quand vous avez besoin de passer à autre chose, quand vous êtes prêt à passer à autre chose. Je préviens quand c'est potentiellement fort et que ça peut potentiellement voilà, secouer très fort. Tous les voyages stellaires, ils sont à faire en autonomie. Quand je crée le voyage stellaire, généralement, je mets des lives aussi pour les personnes qui suivent en réel. Généralement, quand je le fais en live, le tarif il est moins cher parce que j'aime offrir des choses à aux gens qui me suivent depuis maintenant 6 ans. Merci à vous qui me suivez dans mes folies. Moi qui suis super pas rationnelle dans tout ce que je fais, etc. Dans mon travail énergétique, en tout cas, je vous dis, oh, je pars, je sais pas ce que ça va être. et vous vous inscrivez, et trop merci. Et merci d'avoir ce petit brin de folie. Et voilà, donc j'aime offrir des trucs. Donc sachez que quand je démarre un voyage stellaire, le tarif il va être moins cher qu'une fois que ça sera terminé, que je le pose sous forme de programme. Le tarif va être plus élevé après. Parce que du coup, c'est pour toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, qui regardent mes vidéos depuis longtemps. Je sais que il y a des gens que j'ai jamais rencontrés dans la vie réelle, et jamais fait de soins, mais je sais voilà, qui m'ont déjà dit je te suis depuis plusieurs années, etc. Moi, ça me fait chaud au cœur. Ça me réjouit aussi parce que j'ai quand même l'impression de faire un truc de niveau barré quand même assez élevé. Et voilà, merci beaucoup. Et pensez à ça, sorcellerie. Sorcellerie, toutes ces médecines des campagnes qui personne n'a jamais expliqué, que dans les autres pays personne n'a jamais expliqué, rationalisé et posé dans des livres en fait. C'est des savoirs très anciens, c'est des savoirs qui sont certainement pleins de sagesse, qui remontent à très loin, qui ont été transmis comme ça. Et toutes les personnes qui, juste aussi de manière naturelle et spontanée, savent le faire en fait. Voilà, je pense qu'à terme, en France, on va créer voilà, une communauté de prêtresses. Je sais que vous êtes en train de vous réveiller. Quand je dis prêtresse, imaginez que j'écris avec un point et que du coup ça inclut les hommes aussi. Parce que voilà, j'en connais parmi les personnes qui me suivent, je sais qu'il y a des hommes aussi qui ont ces capacités-là. Voilà, comment on peut créer une communauté, comment on peut fonctionner ensemble, comment on peut recréer le réseau. Il y a vraiment un appel international à créer ce réseau-là, à réactiver les lieux sacrés, à ce que les personnes qui soient en charge puissent les gérer, puissent faire le travail.
Voilà, et puisse faire ce qui doit être fait. Je pense qu'il y a un enjeu de guérison pour les personnes qui voudront bien passer par cette manière-là de guérir, parce qu'évidemment, il y en a d'autres. Il y a les plantes, il y a la naturopathie, il y a le yoga, il y a la médecine aussi traditionnelle, pardon, j'allais dire conventionnelle. Je vois ça, moi, pour moi, c'est du traditionnel. Mais voilà. Et voilà, il y a un réseau qui a appelé à se réactiver. Donc, il y a des personnes qui doivent être réactivées pour rejouer leur rôle aussi. Il y a des gens qui rejouent le rôle de gardien dans l'ombre. Il y a des gens qui jouent leur rôle de gardien sans le savoir aussi. Il y a vraiment plein de configurations qui existent aussi à travers le monde. Pour moi, l'idée, ça va être de ramener la conscience pour des prêtresses, prêtres et prêtresses conscientes. Je sais qu'il va y avoir des personnes non binaires dans cette aventure-là qui ressentiront l'appel. Voilà, parce que j'en ai déjà croisé. Et voilà, donc c'est une grosse aventure. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. J'ai discuté avec mes collègues aux États-Unis voilà, qui bossent sur les mêmes choses que moi, c'est-à-dire le féminin, le réseau féminin sur la Terre, l'éveil du féminin, etc. Elle dit ouais, je sais pas comment faire, moi je reçois des messages et après en canalisation, puis après je suis là, j'ai pas le mode d'emploi Ikea qui va avec, donc je suis là, comment je vais faire? Donc voilà. Et pour ça, ce qui va s'ouvrir bientôt, c'est le portail d'Isis. Ça va s'appeler comme ça. Ça ne concerne pas que Isis. Mais Isis, c'est la déesse de la magie. Donc c'est elle qui va tenir l'espace sacré. Donc, on va dire que c'est cette énergie-là qui va ouvrir les portes qui seront nécessaires pour ouvrir pour chacun et qui va tenir l'espace, sécuriser l'espace. Comme pour créer le contenant, créer un temple, je pourrais l'appeler comme ça. Et je préfère dire contenant parce que du coup, la notion de temple ne va pas forcément correspondre à chaque personne pour que chaque personne, prêtre, prêtresse, puisse se réveiller. Voilà. Donc il y a l'aspect soin, il y a l'aspect aussi voie de prêtrise aussi pour certaines personnes. Je vais faire une autre vidéo pour détailler le portail d'Isis parce que en vrai, j'ai pas la méthode, j'ai pas le plan Ikea pour monter le truc. J'ai que certaines choses. Voilà, ça va commencer en mars. Voilà, que je peux dire. Bon, la vidéo est déjà très longue. Merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'avais pas du tout prévu de faire aussi long. J'avais prévu ma petite fiche, c'était pas du tout aussi long à la base. Voilà, mais le flow est venu tout naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez curieux, il y a forcément des lieux énergétiques forts autour de chez vous parce qu'il y en a plein partout sur la Terre. Donc à bientôt dehors, à bientôt de se rencontrer sur ces lieux. Ciao, ciao.